et les affaires étrangères qui nous ont aidés à monter cette chaire architecture internationale du financement du développement, c'est de le faire en liaison avec les acteurs du Sud pour échanger, pour écouter leur voix, faire entendre la nôtre aussi dans un respect mutuel, mais essayer de sortir de l'entre-soi un peu qui anime les grandes négociations internationales. Et je crois que dans ce contexte, la FERDI a vraiment un rôle à jouer important, et c'est le but du colloque que nous allons avoir au cours de cette journée. Je crois qu'en amont des grandes négociations et échéances internationales, de façon vraiment indépendante des idéologies, des modes intellectuels qui trop souvent paraissent envahir, sinon polluer le débat, mais sans ignorer les attentes que ces grands mouvements d'idées amplifiés véhiculent. C'est le rôle, je crois, des think tanks qui travaillent dans cet esprit, et c'est évidemment le rôle de la FERDI. Puisque c'est un 20e anniversaire, permettez-moi en quelques mots d'évoquer ce qu'a été l'histoire de la FERDI depuis 10 ans. Je vais essayer de le faire bref pour ne pas être trop fastidieux, et puis nous avons à passer à la substance, c'est-à-dire le colloque lui-même. Je voudrais le présenter en 2 mots en disant nous sommes heureux que ici, j'ai évité les formules protocolaires, mais quand même, je voudrais remercier, avant de passer à la FERDI, toutes ces personnalités qui sont venues de très loin, parfois de façon difficile. Nous avons un peu, je dirais, une quinzaine de pays africains qui sont représentés, et je le dis comme ça en passant, mais c'est important pour nous de savoir que nous avons ici des pays de toute la frange sahélienne, hein, du Sénégal au Tchad, en passant par les autres pays qui sont entre les deux. Pour nous, c'est une grande fierté d'avoir pu réunir ces personnalités, et nous leur serons gré d'être là. Alors, sur l'histoire de la FERDI, je rappelle que la FERDI a été créée en 2003 par un décret du Premier ministre en tant que fondation reconnue d'utilité publique. Elle a connu une première évolution importante dans ses 10 premières années d'existence grâce à ce qu'on a appelé l'Initiative pour le développement et la gouvernance mondiale, l'IDGM, initiative menée en commun avec l'IDRI et soutenue par un prêt généreux de l'AFD sur 15 ans, et qui nous a beaucoup aidé pendant ces 15 ans, mais qui a été remboursé puisque les 15 ans l'année dernière, puisque les 15 ans sont... Alors merci au directeur général de l'AFD de l'époque d'avoir pris cette initiative, mais qui a eu un effet de levier important sur nos activités. 2 autres initiatives majeures ont marqué les 10 dernières années. L'une qui était déjà annoncée lors de notre événement du 10e anniversaire, qui était la création du LABEX. LABEX, ça veut dire laboratoire d'excellence. C'est un label et une subvention. Ce LABEX qu'on a appelé IDGM+, qui regroupait les partenaires de l'IDGM, IDRI, FERDI, en y associant le CERDI. Et ce LABEX a été, je dirais, un élément important, déterminant de notre croissance au cours des 10 dernières années. Son objet était vraiment au cœur de ce que veut faire la FERDI. Je le rappelle, c'était concevoir de nouvelles politiques de développement sur la base des résultats de la recherche. Et c'était pour ça la synergie entre le CERDI, nous avons le directeur du CERDI qui est là, Simonet, qui a succédé à... je le rappelle parce que ça a été la continuité dans l'accrochage de la FERDI et du CERDI. Quand le LABEX a été lancé, c'était Patrick Plane qui était directeur. Ensuite, il y a eu Grégoire Rota-Graziosi qui doit être par là. Ensuite, Vianney Dequier
inversé, bon. Et Vianney de Quay, Grégoire, et maintenant Simonet Bertoli. Et donc, dans cette dynamique de synergie, je crois que la Ferdi a pu se développer grâce à ces échanges entre la recherche et la politique. Et la seconde initiative majeure et beaucoup plus récente, c'est ce que l'on appelle le PCDI. Il faut toujours jamais confondre avec le PDCI pour n'avoir aucune inférence politique. Hein. C'est le pôle clermontois de développement international. C'est un label qui a été forgé par le Trésor, puisqu'il apparaît dans la loi de finances 2021 pour désigner un soutien financier important qui a été accordé par le Trésor et mis en œuvre par l'Agence française de développement pour le Global Development Network qui s'installe à Clermont. Nous avons là le président du board du GDN, Chantal Desvarageant, qui a succédé à François Bourguignon, et le président du GDN lui-même, Jean-Louis Arcan. Donc nous sommes dans une logique de synergie croissante grâce à ce soutien du Trésor et de l'AFD. Et donc nous aurons au tout début du mois d'avril une grande cérémonie, un nouveau colloque avec beaucoup plus de monde sur l'inauguration de ce pôle clermontois qui vraiment a pour but de promouvoir des échanges, de la recherche, je dirais, à partir du Sud. Et c'est vraiment cette notion d'ancrage au Sud qui est dans l'ADN de la Ferdi, est encore plus marquée avec le GDN. Et c'est pour ça que cette réunion GDN, Ferdi, dans ce pôle clermontois, va être un événement assez marquant de notre évolution future. Alors, la Ferdi s'est développée au cours de ces 10 dernières années. Je ne vais pas vous accabler de chiffres parce que ce serait très ennuyeux, mais quand même, pour donner une indication, notre budget Ferdi, entre 2013, date du 10e anniversaire, et maintenant, a doublé, je dirais, en euros constants. Hein. On était à 2 millions, on était à 5. Hier, il y avait le conseil d'administration, on a voté le budget à hauteur de 5,5 millions, avec des financements additionnels qui vont s'y ajouter. Donc c'est un doublement en valeur réelle, et nous espérons, avec cet effet de levier, pouvoir continuer. C'est la stratégie qu'on nous demande, d'avoir une stratégie après le soutien du Trésor et de l'AFD, qui pourra, j'espère, être maintenue plus tard, mais d'avoir une stratégie de take-off into sustained growth, hein, de décollage en croissance auto-entretenue. Alors, nous sommes, cela étant, une petite institution, petite PME, 35 salariés, mais quand même une cinquantaine de fellows, d'experts qui travaillent régulièrement avec la Ferdi. C'est-à-dire que nous mobilisons une centaine de personnes pour produire de la réflexion, du concept politique, et publier, organiser des événements. J'avais noté tous les chiffres, mais Sylviane m'a dit, mais tu vas ennuyer tout le monde à donner tout ça, donc je ne vous dirai pas combien d'événements internationaux, mais en 10 ans, c'est plusieurs centaines d'événements internationaux qu'on a organisés, des brèves, plusieurs centaines, des documents, plusieurs centaines, des articles dans des revues scientifiques, plusieurs centaines. Donc je crois qu'on a eu vraiment une expansion de nos activités, de notre production intellectuelle, et un effort de communication sur ces activités, mais peut-être avec un défaut de communication, une communication insuffisante sur ce que nous faisons. Ceci nous a été souvent reproché, mais nous essayons de le combler, et je crois que des progrès assez sensibles ont été faits au cours des 2 dernières années pour renforcer cette communication. Mais au-delà des chiffres, qui sont toujours fastidieux, ce qui nous est demandé, c'est au fond de dire quelle est, pas seulement notre production,
intellectuelle. Mais notre influence, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on peut aligner des chiffres de revues, d'articles de revues, d'ouvrages, d'événements, etc. Alors, pour les scientifiques, on regarde le nombre d'articles dans les revues de rang A, les citations, etc. Mais c'est pas notre... C'est un indicateur qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas notre indicateur de résultat. L'influence, c'est beaucoup plus difficile. Je ne parle pas de l'impact. Alors, l'impact, comme disait Jean-Louis hier, il y a impact, c'est un contrefactuel. Non, on ne peut pas avoir de contrefactuel à la Ferdi puisqu'on a un objectif spécifique. Enfin, si vous avez une façon de mesurer l'impact de la Ferdi, ça serait très intéressant. Mais pour l'instant, je ne vois pas de solution. En revanche, l'influence, on va le mesurer à partir d'un certain nombre d'événements, d'indicateurs ou de publications d'événements, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Elle passe par quelles sont les idées que nous avons pu promouvoir. Et là, je veux dire qu'on peut s'enorgueillir un peu, modestement quand même, d'avoir fait pousser un certain nombre d'idées sur la vulnérabilité, et notamment à travers cette coopération à laquelle nous sommes très attachés avec les unions économiques et monétaires d'Afrique. Je salue la présence de la CEMAC qui est ici. Je dirais, dans cette coopération avec la CEMAC, on a pu vraiment avancer un certain nombre d'idées sur qui ont été, je dirais, endossées et promues par la CEMAC sur la surveillance multilatérale, par exemple, ou sur d'autres domaines d'intégration avec l'UMOA. C'est important. C'est important aussi dans nos partenariats avec la Banque de France. C'est ces partenariats que nous avons noués avec des grandes institutions régionales africaines ou françaises qui nous a permis de faire passer des idées. Et ça, c'est très difficile. Car l'objectif de la Ferdi, je le dis, je le répète un peu, c'est un peu, peut-être un peu prétentieux, mais ce n'est pas de raconter la même chose que tout le monde. Hein. C'est vraiment de faire passer des idées nouvelles qui ont été nourries, ancrées dans l'activité de recherche. Donc, très bien. Alors certains diront, il faut faire des blogs. Mais le blog, c'est bien, mais les blogs, c'est assez éphémère. Hein. Il faut aller labourer un peu plus en profondeur. Hein. C'est pour ça que les brèves, c'est très important. Les documents de travail. À la limite, il y a plus d'influence dans une brève bien pensée que dans un blog qui est oublié le lendemain. Voilà. Tout ça se discute entre nous. Et je ne dirais pas qu'on a trouvé la bonne solution, mais on essaie d'y réfléchir. Alors, un outil d'influence important qui s'est développé à la Ferdi au cours des 10 dernières années, c'est naturellement l'Institut des hautes études internationales du développement durable, n'est-ce pas, Céline? Vous m'écoutez? Et donc, je crois que nous avons, avec Philippe Messéan et Céline de Quatre-Barbes, et avec, je dirais, l'appui du PCDI, puisque c'est le plus gros volet du soutien PCDI à travers l'AFD, développer un institut de formation qui s'appuie sur le LABEX, mais qui est géré, piloté par la Ferdi, qui a eu une croissance exponentielle depuis 2 ans, avec naturellement le soutien à notre, je dirais, formation à laquelle nous sommes si attachés, qui est le GPE, la gestion de politique économique, qui a formé plus de 800 cadres présents en Afrique actuellement. C'est important en matière d'influence, d'impact. Hein. Et puis, une multitude de séminaires courts sur des sujets assez variés et innovants, qui vont de la politique de la taxation minière au rôle des artistes dans le développement. Hein. Donc, il y a une grande effervescence du côté de l'IH2D, et cette activité de formation soutenue par le PCDI est pour nous un canal essentiel de valorisation des idées promues par la Ferdi. Alors, je ne vais pas évoquer tous les thèmes.
ce serait vraiment trop long et fastidieux. Mais je voudrais dire quand même que si nous avons eu de l'influence sur la vulnérabilité, sur les politiques macro, etc., sur le commerce, l'intégration, il y a un domaine sur lequel nous avons eu un profond regret de ne pas avoir eu plus d'influence. Et je le dis devant Tertius qui partage ce sentiment avec nous. C'est évidemment le lien entre sécurité et développement au Sahel. Nous avions en 2016 constitué un groupe d'éminentes personnalités pour montrer tous les enjeux qu'il y avait à lier la sécurité et le développement au Sahel de façon préventive. Tout ceci, et nous avons créé la chaire Sahel avec une grande ambition. Je crois que c'était un outil important qui reposait sur un diagnostic sévère. Il faisait des propositions ambitieuses. Une partie de ce que nous proposions a été fait, mais il faut bien dire, compte tenu de l'évolution des années et des semaines et des jours passés, que, il faut le dire avec modestie, un peu de tristesse, ceci a bien peu pesé sur les politiques mises en œuvre, je dirais, à l'échelle européenne et africaine. Donc beaucoup de mal à embarquer. Nous avons eu le soutien de l'État français au début, c'était important. Il n'y a pas eu de relais européen. Il y a eu un petit relais de la Banque mondiale, mais tout ça n'a pas été aussi loin que nous le voulions. Il n'y a pas eu de relais suffisant de la Banque africaine. Tout ceci reste encore en perspective, mais je crois que ce n'est pas parce que nous avons, on va le dire, en partie échoué par rapport à nos ambitions que nous baissons les bras, et ça reste une de nos priorités dans le contexte actuel. Alors, s'il est un domaine où la FERDI a cherché au cours des dernières années à accroître sa visibilité et son influence, c'est bien celui du financement du développement et de son lien avec les questions de vulnérabilité. Nous avons été très engagés depuis une dizaine d'années, en particulier à l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur le sujet, ce qu'on appelait Addis Abeba, sur ces questions de financement interne et international, en lien avec la vulnérabilité. Et nous avons depuis beaucoup contribué, en collaboration avec le secrétariat du Commonwealth, avec les Nations Unies, UNDESA ou HRLS, à élaborer des indicateurs de vulnérabilité et à voir quel usage il pouvait en être fait dans le financement du développement. On en parlera tout à l'heure. Mais l'occasion de progression dans cette direction nous a été donnée par les initiatives prises par la France pour le sommet de Paris sur ce sommet qu'on avait, des financements politiques. Alors maintenant, ça a changé, n'est-ce pas? La flexibilité, la qualité d'adaptation de nos autorités, c'était initialement à la sortie de la COP le financement pour les pays vulnérables, en plus c'est devenu le financement pour un pacte financier mondial, et maintenant c'est le pacte financier pour les peuples et la planète. Donc, nous sommes stimulés par cette perspective, et grâce à l'appui du Trésor et du ministère des Affaires étrangères, que je remercie, nous avons développé, en toute indépendance, je dois dire, une réflexion sur ces questions de financement international du développement qui vont se poursuivre dans la journée d'aujourd'hui, où on va faire une sorte de point d'étape sur les questions qui... comment dirais-je, qu'on a dit laisser dans l'ombre. Parce que, en 2 mots, mais on va y revenir autour de la journée, la discussion a été surtout centrée sur la mobilisation des ressources et très peu sur leur utilisation, leur allocation entre les pays et leur efficacité. Et c'est ce point de vue-là que nous essayons de pousser, qui est dans l'esprit de la FERDI, c'est-à-dire de voir l'impact et de se placer du point de vue des pays du Sud, et pour introduire cette dimension de façon plus marquée. Alors, je vois que le temps passe. Vous avez pu voir sur le programme les 4 zones d'ombre sur lesquelles nous voudrions profiter de votre réflexion.
mobiliser durablement, est-ce que les financements innovants, c'est un mot qu'on traîne depuis 20 ans, et même un peu plus. Qu'est-ce qui est vraiment innovant? Y a-t-il encore de la place pour les financements innovants? Notre ami Michel Sidibé, quand il était au NUCEA, en a été, je dirais, dans son institution, un bénéficiaire. Mais où peut-on aller maintenant dans cette direction? Et donc, nous aurons la première session sur ce sujet. Nous entendrons d'ailleurs un message de Jean-Pierre Landau qui avait fait le rapport en 2004 sur ce sujet. Et c'est le premier étape. Le second point, c'est évidemment, puisque c'est notre volonté, comment allouer équitablement et efficacement, quelle place pour la vulnérabilité des pays. Je présenterai tout à l'heure le contenu de ce thème. Le troisième thème sur l'après-midi sera le financement de l'entrepreneuriat. Comment risquer, dérisquer pour avoir de l'impact. C'est une session qui sera animée par Jean-Michel Severino. Et puis, la quatrième session, qui est un sujet qui est en train de monter, mais sur lequel je ne suis pas sûr que nous soyons prêts d'obtenir un consensus, c'est comment assurer la redevabilité des engagements publics, quelles institutions, quels critères. Alors, j'ai été trop long, mais permettez-moi de dire, en terminant, qu'il y a 2 mois, ici même, nous avons organisé un colloque sur Pascal et l'économie. Alors, pourquoi, diable, parler de Pascal? Et quand nous avions organisé ce colloque, les pascaliens purs et durs, les grands pascaliens, comme les économistes, mais c'est un peu bizarre, qu'est-ce que cela vient faire à la Ferdi? Et avec le Centre international Blaise Pascal, parce que c'était le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, nous avons organisé cette réunion, c'était dans une salle à côté, sur Pascal et l'économie du monde. Et c'était un assez grand succès, à tel point que les pascaliens et les économistes qui y participaient demandent qu'on remette ça, qu'on approfondisse cette discussion. Et pourquoi? Parce qu'on était parti dans ce thème Pascal et l'économie du monde d'une citation que j'avais mis en 4e de couverture de tous nos documents de travail depuis 20 ans et que vous avez sans doute à l'esprit, mais je me permets de la redonner. C'est Pascal dit sur quoi la fondera-t-il l'économie du monde? Sera sur le caprice de chacun? Quelle confusion? Sera sur la justice? Il l'ignore. Et donc cet arbitrage entre la relativité de la justice, qui est un peu discordante par rapport à l'universalité des ODD, vient nous interpeller. Et je crois que dans ce monde fragmenté qui est le nôtre, ceci implique une réflexion assez approfondie. Je crois que Pascal nous donne un message, parce qu'il était très provocateur, on dirait aujourd'hui disruptif, mais en même temps très conscient de ses responsabilités sociales. Donc certains le classent comme un conservateur. Il avait une horreur majeure qui était la guerre civile. Et en même temps, il avait des propos qui étaient extrêmement provocants. Et cette espèce d'équilibre difficile entre je dirais la rupture, le caractère non conventionnel des propos et des propositions, et puis dire maintenant comment on fait pour ne pas faire plus de mal que de bien, c'est vraiment au cœur de notre réflexion, je dirais, de l'esprit même de la Ferdi. Alors les propos célèbres de Pascal sur la justice et la force invitent à situer les discussions sur le financement du développement dans son contexte géopolitique. C'est un thème cher à notre ami Rabat Areski. Il faut vraiment se resituer dans ce contexte géopolitique pour traiter des questions qui sont parfois très techniques, mais qui ont des implications politiques. Et je crois que l'ironie de Pascal sur les semi-habiles invite la Ferdi à ne pas être un think tank complaisant à relayer les idées en vogue, et souvent fragiles, mais au contraire une institution qui, je dirais, nourrie de l'inquiétude pascalienne, s'attache à poser des problèmes que la paresse intellectuelle et le poids des conventions amènent à pousser de côté et à examiner les choix politiques qui en découlent. Et c'est bien dans cet esprit que sera conduit notre colloque
du 20e anniversaire. Je vous remercie. On va entendre maintenant notre ami William Ross. Maître, je vais lui passer le micro. William Holm est le chef des services des relations internationales à la direction générale du Trésor. C'est un grand honneur qu'il nous fait à ouvrir ce colloque. Je l'en remercie. Et après, nous aurons un grand invité surprise, mais par vidéo, qui est le président en exercice de l'Union africaine, le président Azali, président des Comores, qui nous donnera un message par voie vidéo. Merci beaucoup, Patrick. C'est surtout un grand honneur pour moi. Je suis vraiment très honoré d'être avec vous. C'est difficile d'enchaîner. Tu as tracé de telles perspectives que ça va être difficile pour moi, mais je voudrais vraiment, au nom du ministère des Finances, au nom du ministère des Affaires étrangères, hein, les collègues sont avec moi, dire quel est le plaisir pour nous, pour l'État français, pour nos deux ministères, d'accompagner tout ce que tu as décrit, ces 20 ans de la FERDI, cette ambition de ce pôle clermontois. C'est quelque chose qui nous tient effectivement beaucoup à cœur. Et l'idée, c'est que, comme tu le dis, de manière indépendante, vous puissiez nous faire réfléchir et influencer les positions françaises que nous tenons à l'international et aussi la politique que nous menons en France, s'agissant de l'aide au développement, l'investissement solidaire et durable. Alors, ce séminaire réforme du financement international du développement, comme tu l'as dit, la question n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment, alors peut-être on est toujours un peu biaisé, on a toujours l'impression que quand on est à un poste, on se dit ah oui, c'est maintenant que ça bouge. Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment d'accélération des idées et des actes? Je crois que la crise du Covid a quand même créé un choc extrêmement important avec un risque majeur de divergence, hein, de fin de rattrapage de certains pays en développement. Le FMI, la Banque mondiale nous signale ce risque et ça pose question sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a aussi en parallèle les enjeux très structurels et urgents du changement climatique, de protection de la planète, et on voit bien que les investissements à faire d'adaptation, d'atténuation, de préservation, les chiffres sont de plus en plus stabilisés et énormes et posent aussi beaucoup de questions. On a enfin, je crois, quand on regarde la dynamique au niveau du G20, on enchaîne plusieurs présidences de grands pays émergents et qui souhaitent peser sur ces sujets. On a eu l'Indonésie, l'Inde, le Brésil, on va avoir l'Afrique du Sud, et je crois que ça contribue aussi à créer ce sentiment que c'est le moment de faire beaucoup de choses. Alors, comme la France, on aime bien, effectivement, les réflexions sur les architectures. Je crois que ça fait partie de notre marque de fabrique. Ça se manifeste par notre très forte implication sur le groupe architecture financière du G20, que j'ai la chance de co-présider grâce à mes prédécesseurs qui ont pris cette place. On est très actif à l'OCDE sur des sujets conceptuels, des sujets statistiques. On est actif et au cœur de l'architecture, je crois, de la dette au niveau international. Et on a surtout, je dirais, un président de la République hyper actif sur beaucoup de choses, mais en particulier sur ce sujet. Il est actif à l'international et il est actif au niveau national. On sort d'une grosse séquence qui nous a occupé beaucoup avec les collègues des affaires étrangères sur comité présidentiel pour le développement, comité interministériel, et on a eu ce grand sommet que tu as décrit en juin, où la chaire de la FERDI et la FERDI en général nous a beaucoup appuyé. Alors,
Ce sommet, je vais aller vite, il s'est synthétisé en un texte, Pacte de Paris pour les peuples et la planète, avec 4 grands principes. Pas de compromis pauvreté-climat ou pauvreté-planète. Partir des stratégies des pays eux-mêmes. Il faut une appropriation. Il n'y a pas de solution unique. Il faut un choc financier. C'est vrai que ça fait partie du diagnostic qui est très porté par notre président. Un choc financier, y compris public, surtout public, et mobilisation des financements privés pour être à l'échelle des besoins. Donc ça, c'est un peu les 4 grands principes. Et puis, il y a en toile de fond l'idée qu'il faut continuer les réformes de gouvernance, qu'on a des institutions qu'on a héritées de Bretton Woods, qui ont évolué. Je crois que ce serait faux de dire qu'elles n'ont pas évolué, mais il faut aller plus loin pour qu'elles reflètent le monde du XXIe siècle. Alors, est-ce que c'est que des mots, tout cela? Je dirais non. On a des choses qui ont bougé ces dernières années et on a encore beaucoup à faire. Du côté du Fonds monétaire international, il y a eu cette allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux. Cette mobilisation des droits de tirage spéciaux qui étaient dans nos comptes, à nous, pays sans, on va dire, problème de balance des paiements, et comment on a mobilisé jusqu'à 100 milliards de ces droits de tirage spéciaux pour les mettre dans des outils qui vont vers les pays vulnérables. Un outil qui existait déjà, le PRGT, qui fait des prêts à taux zéro. Et puis un nouvel outil qui a été créé, qui fait des prêts, le RST, qui fait des prêts à 20 ans, à taux très bas, avec des objectifs de politique climat. Donc, l'air de rien, on a changé, collectivement, toute la communauté internationale et Kristalina Georgieva, on a changé une partie du Fonds monétaire international. Il y a eu un accord sur une augmentation des quotas du FMI en fin d'année dernière. Ça n'avait rien d'évident de trouver un accord sur le sujet. Il reste beaucoup à faire au FMI. On a fait une augmentation des quotas, mais on n'a pas fait de réalignement. Donc ce sujet de faire évoluer la gouvernance, il est à l'agenda et on a un objectif qui nous a été donné de faire des propositions concrètes à l'horizon de 2025. Du côté de la Banque mondiale et des banques de développement, là aussi, on a commencé, je vais dire de manière classique, par des rapports, mais ça a abouti à des choses très très concrètes. Les Italiens, dans le cadre du G20, ont lancé un agenda d'optimisation du capital des banques de développement. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un rapport qui se termine par des mesures extrêmement concrètes qui font qu'on va avoir plusieurs centaines de milliards de dollars de financements nouveaux sur les 10 prochaines années, liées à des mesures d'optimisation du capital. On a en quelque sorte poussé les banques de développement à avoir un peu moins de coussins et à prendre un peu plus de risques tout en préservant, et c'était important pour beaucoup, leur notation, bien sûr. Et puis, on va plus loin, il y a cette idée de comment on peut faire, on sait bien que des augmentations de capital, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des manières, je dirais peut-être intermédiaire, de faire les choses pour faire grossir ces banques de développement? On a des discussions concrètes sur du capital hybride, on a sur des garanties de portefeuille. Peut-on aussi mobiliser des droits de tirage spéciaux vers les banques de développement? On a ce sujet on fait grossir aussi la partie concessionnelle, mais comment on l'alloue? Quelle place pour la vulnérabilité? Tous ces sujets-là sont vraiment à l'agenda aujourd'hui. Alors, voilà tout ce qui s'est mis en place, mais aussi dans ce monde des banques de développement, c'est pas fini. Il faut qu'on soit pour cette année, l'année prochaine, à la hauteur de reconstitution majeure de fonds concessionnels, notamment AIDA à la Banque mondiale, à la Banque asiatique, à la Banque africaine. Il faut qu'on puisse montrer qu'on est cohérent entre cet objectif lutte contre la pauvreté et cet objectif préservation de la planète. Et il faut qu'on s'assure d'une architecture qui fait sens, efficace sur beaucoup de fonds verticaux qui se sont accumulés. Le sujet des augmentations de capital va être un sujet délicat. On a, je dirais au cas par cas, fait des choses. À la BERD, dans le cadre de l'Ukraine, on a fait une augmentation de capital, mais ce qui permet à la BERD de renforcer son activité en Ukraine sans baisser l'activité dans les autres pays. Donc au final, c'est bénéfique pour tout le monde. On a une discussion en cours d'augmentation de capital sur la partie secteur privé de la Banque interaméricaine de développement. Et à la Banque africaine de développement, on a des discussions d'augmentation de capital appelable. Donc c'est des choses très concrètes
dette. Et on aura aussi à un moment le sujet de la revue de l'actionnariat de la BIRD à la Banque mondiale pour rejoindre cet agenda de réforme de la gouvernance. On parle beaucoup de mobilisation de la finance privée. Il y a encore, je crois, beaucoup à faire en termes de déploiement d'outils de partage de risques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à l'agenda. Et notamment, quelque chose qui est important que notre président a beaucoup poussé, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le financement de la sortie du charbon, pour le financement de la préservation des forêts. Est-ce qu'on peut mettre en place une bourse mondiale du carbone ? Donc vraiment des sujets de fond où on a besoin d'une réflexion académique. On a aussi une task force qui se lance à l'OCDE sur ce sujet de la mobilisation. On a une ambassadrice à la représentation permanente à l'OCDE extrêmement active sur ce sujet. Donc j'ai fait FMI, Banque mondiale sur la dette. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a révolutionner les choses. Maintenant, on négocie non seulement entre membres du Club de Paris, mais aussi avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, avec d'autres. On signe ensemble des protocoles d'accord. On a fait des choses très concrètes sur le Tchad, sur la Zambie, sur le Ghana. On a mis en place des clauses de résilience climatique dans les contrats de dette. Maintenant, on voit bien qu'on n'a pas fini non plus cet agenda-là. Il faut qu'on soit plus rapide dans les traitements de dette. C'est un vrai sujet. Il faut qu'on soit plus clair sur les étapes, plus clair sur la mise en œuvre de la comparabilité de traitement avec les créanciers privés. Et puis un sujet qui monte, où là aussi on a besoin d'une réflexion académique, c'est un peu ce nexus liquidité. Voilà, qu'est-ce qu'on aide des pays qui font face à des problèmes de liquidité mais pas de solvabilité? Comment éviter qu'ils aillent vers le défaut? Et comment faire un lien avec les enjeux d'augmentation des ressources domestiques et d'investissement en faveur du climat? Donc ça, c'est un sujet énorme. Il est à l'agenda du G20. Il est dans une task force France, Kenya, Colombie, Allemagne qui est lancée dans la foulée du sommet de juin dernier. Et donc, on doit beaucoup avancer. Tu as parlé de nouveaux financements. Là aussi, c'est à différents endroits des discussions internationales. Et il y a notamment, dans la suite du sommet de juin, une task force avec le Kenya sur ce sujet. Et vous avez été extrêmement actifs sur les sujets comment taxer le fuel du transport maritime, le kérosène du transport aérien. Et donc, on va essayer de faire bouger ces sujets-là. Alors l'actualité en termes de sommet, elle est riche. Il va y avoir le sommet du futur à l'ONU, les différentes COP, climat, biodiversité, le G20 brésilien, Addis Abeba, les 10 ans en 2025, et avec un sommet important à l'ONU. On a besoin de la FERDI, c'est ma conclusion. On a besoin de l'esprit que tu as présenté, de ce pôle clermontois avec tous les acteurs, parce que ce qu'on cherche à éviter, c'est que tous ces sujets qui sont difficiles, où il va y avoir des compromis à trouver, et éviter que ce soit des sujets qui nous fracturent entre, et là je simplifie à l'extrême, mais entre les émergents. Il peut y avoir des fractures entre émergents, il peut y avoir des fractures entre les émergents et les pays du G7, il peut y avoir des fractures entre les émergents et l'Afrique, et plus généralement les pays à bas revenus. Donc, comment faire en sorte que cet agenda, ce soit un agenda qui nous rassemble sur des solutions communes et pas qui nous fracture. Donc, et je suis sûr que votre séminaire aujourd'hui y contribuera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher William, de ce panorama très pointu de ce qui est en cours et de tous les défis qui s'adressent à la FERDI dans cette perspective et d'un agenda des prochains mois qui est extrêmement chargé et sur lequel nous sommes interpellés et nous essaierons de faire modestement notre contribution. Fabienne, c'est... Alors, maintenant, nous allons avoir la chance, l'honneur d'avoir un message du président de l'Union africaine, le président Azali, qui va terminer dans quelques semaines son mandat et qui a
trouvé opportun, et nous leur remercions énormément de s'adresser à nous. Je voudrais dire que nous l'avons fait avec le concours du directeur exécutif des pays africains à la Banque mondiale, Abdou Salam Bello, que je remercie d'être là et je remercie de son soutien. Nous aurons l'occasion de parler dans les débats ultérieurs de tout ce que nous avons engagé ensemble pour justement pousser un certain nombre d'idées sur l'allocation des fonds concessionnels. Et donc, si Fabienne, on peut lancer la machine, voilà. Monsieur le Président de la Fondation pour les études et recherches internationales, cher professeur Guillaume, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom des chefs d'État des pays membres de l'Union africaine et en mon nom personnel, je tiens à adresser nos sincères félicitations et un vœu de succès à la Fondation à l'occasion de cette célébration. Nous lui adressons également nos chaleureux remerciements et notre profonde gratitude pour la qualité du travail accompli tout au long de ces 20 dernières années. Il est important de rappeler, en effet, qu'au cours de ces dernières décennies, la FERDI, à travers la CERDI, a formé plus de 800 hauts cadres africains en gestion de la politique économique. Mon pays, l'Union des Comores, fait partie de ces pays qui ont bénéficié de cette expertise à travers la formation des cadres de leurs administrations. Je voudrais également remercier la FERDI pour ses travaux sur la vulnérabilité qui ont largement contribué à l'élaboration par les Nations Unies d'un indice de vulnérabilité multidimensionnel. Nous reconnaissons fortement, d'ailleurs, la prise en compte de cet indice par les banques multilatérales de développement et toutes les institutions de financement du développement dans l'allocation des ressources de l'aide publique au développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, la célébration de ce 20e anniversaire de la FERDI se déroule dans un contexte international fait de crises complexes dans le monde et plus particulièrement dans le continent africain. En tant que président en exercice de l'Union africaine, je peux confirmer l'impact de ces crises sur les politiques de développement économique et social de nos pays. À titre illustratif, je peux citer en premier lieu l'impact de la pandémie de la Covid-19 qui a fait basculer 55 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté en 2020 et fait connaître à l'Afrique sa première sécession depuis 25 ans, faisant perdre dans le pays plusieurs années de performance économique. Je mentionnerai ensuite le changement climatique, avec plus de 460 millions de personnes qui sont aujourd'hui exposées à au moins une forme d'aléa climatique tels que la sécheresse, la canicule, la stress hydrique ou les inondations, posant ainsi la problématique de l'immigration. Je citerai en outre la guerre en Ukraine, dont notre continent, sans être partie prenante de cette guerre, en paye aujourd'hui les conséquences, notamment à travers une inflation généralisée et le durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers, avec ses corollaires sur le niveau d'endettement de nos pays. Cette guerre, il faut le souligner, a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire causée par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. C'est au regard des conséquences économiques et sociales de cette guerre que certains de mes collègues et moi-même sommes allés à proposer en juin dernier, au nom des chefs d'État de l'Union africaine, un plan de paix basé sur le dialogue, respectivement au président Zelensky, au président Poutine. Nous réitérons aujourd'hui cet appel au dialogue. On ne peut pas passer sous silence le conflit israélo-palestinien qui, au-delà des désastres humains, risque également de provoquer dans la région et dans le monde des conséquences économiques dévastatrices. Ce conflit affecte déjà les approvisionnements en mer Rouge. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais m'appesantir un peu sur l'impact des récents risques sur le stock de la dette de nos pays.
Le dernier rapport du groupe de la Banque mondiale sur la dette révèle que le taux d'endettement moyen en Afrique subsaharienne a presque doublé en seulement une décennie, passant de 30% au PIB à fin 2013 à près de 60% du PIB à la fin 2022. Le stock de la dette des pays de la région est ainsi passé de 340 milliards de dollars en 2010 à 833 milliards de dollars en 2022. Par conséquent, on note une augmentation des paiements d'intérêts de la dette qui sont passés de 4 milliards de dollars en 2010 à 20 milliards de dollars en 2022. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les financements des projets de développement et des programmes sociaux de nos pays. Tout ceci appelle alors à un renforcement des capacités de nos pays pour nous permettre de mieux prévenir les crises et d'avoir une meilleure gestion de leurs conséquences afin de préserver les progrès que nous accomplissons dans la gestion des économies de nos pays. À cet égard, je note avec beaucoup de plaisir que depuis 20 ans, la FERDI fait partie des institutions qui agissent dans ce sens et qu'elle est plus que jamais déterminée à continuer à nous apporter son appui. Monsieur le Président de la Fondation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant donc clore mon propos, je voudrais apporter quelques réflexions sur le thème central de ce séminaire. Sur la réforme du financement international, j'estime que la communauté internationale dispose de tous les instruments nécessaires pour faire face aux différentes crises qui affectent le monde. En ce qui concerne le continent africain, nous demandons tout simplement le respect des engagements pris par les différents partenaires. Nous appelons à cet effet à un accès aux ressources concessionnelles et nous émettons le vœu de voir le processus de reconstruction de l'IDA 21 qui s'ouvre bientôt offrir une opportunité à la communauté internationale de mieux honorer ses engagements. Le continent africain a besoin d'investissements publics et privés pour promouvoir son développement, créer les conditions d'une adaptation résiliente aux effets du changement climatique et créer des emplois pour 5 millions de jeunes qui intègrent chaque mois le marché de l'emploi, chiffre qui passera à près de 3 millions par mois d'ici 2050. Un rapport récent du groupe de la Banque mondiale estime que sans politique d'adaptation au changement climatique, plus de 80 millions de personnes seront obligées de quitter l'Afrique d'ici 2050. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour ne pas avoir à subir le coût de cette inaction. J'ose alors espérer que durant ce séminaire, des propositions concrètes seront formulées pour amener la communauté internationale à respecter ses engagements en matière de développement international. En ces temps difficiles, multiplions nos efforts et agissons tous dans le sens de la promotion de la solidarité, du partenariat et de la coopération, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. C'est sur ce que je souhaite un joyeux anniversaire à la FERDI et plein succès à vos travaux. Je vous remercie.